Cécile Richard Hansen étudie les mammifères guyanais depuis une quinzaine d'années. Son prochain sujet d'étude sera le tapir, le plus gros mammifère d'Amérique du Sud. Malgré ses mensurations respectables, plus de 1,50 m au garrot, il reste très difficile à observer en milieu naturel. Cécile a donc décidé d'installer des appareils photo dans la forêt pour essayer de piéger ce héros si discret. Dans la biblio, j'ai commencé à trouver cette méthode par les pièges photo automatiques qui a été mise au point au début sur le tigre en Asie, qui permettait de chiffrer, de voir les déplacements des animaux et éventuellement même d'arriver jusqu'à des idées de densité en appliquant une méthode qui est classique, qui normalement se fait par capture, marquage des animaux et recapture. Là, la capture, elle est uniquement photographique, c'est pas une vraie capture. Et comme il n'y a pas énormément de méthodes d'étude du tapir qui nous soient accessibles, j'ai un peu sauté sur cette occasion pour essayer de mettre ça en place en Guyane. Donc pour se lancer, je me suis vraiment inspirée de ce qui s'est fait en Amérique du Sud, essentiellement sur jaguar et tapir. Et j'ai essayé d'appliquer le protocole qu'ils avaient mis au point, en l'adaptant évidemment à notre milieu. Nous on est vraiment en pleine forêt, c'est à pied, alors que souvent c'est des gens qui avaient accès à des routes ou des chemins en tout cas. Donc nous les conditions étaient quand même un petit peu plus difficiles. La première fois où on est passé, c'était carrément... C'est même plus marrant à franchir. Là, ouais. Allez, petits poissons. Elle est bonne? Pas mal. Bien baissé, mais on a essayé d'appliquer leur protocole qui est basé sur une répartition des sites de piégeage photo en fonction des capacités de déplacement des animaux. Comme en Guyane, on n'avait pas trop idée de combien peut parcourir un tapir dans une journée, on s'est basé sur la biblio des autres pays, donc c'était à peu près tous les kilomètres. Donc on a fait un dispositif qui est basé sur un site de piégeage tous les kilomètres. Et un site de piégeage, c'est 2 appareils photo face à face. Pourquoi? Il y a d'abord la raison qu'un peut prendre le relais de l'autre s'il y a une défaillance technique, et il y en a pas mal. Et puis surtout, on vise donc une reconnaissance des individus, on espère les reconnaître d'une photo sur l'autre, donc on veut avoir toutes les caractéristiques de l'individu. Si jamais il a une cicatrice ou une tache blanche d'un côté ou de l'autre, on essaye. L'idéal, c'est d'avoir en même temps 2 photos de face gauche et face droite de l'animal quand il passe sur le layon. Tu vois, mettre un appareil là et un là, et que ça fasse une zone un peu dégagée pour les photos, quoi. Mais il n'y a pas plus de traces non plus que des... Ça ne fait rien. On n'arrête pas de voir des traces de biches. Mazama americana. Oui, c'est une trace de jaguar. Donc les stations sont réparties toutes à peu près à 1 km des unes des autres, de manière à ce que chaque buffer zone, donc chaque rond qui est autour, qui a donc un rayon de 1 km, qui est autour de chaque site de piégeage, fasse finalement une zone, tout est jointif, et on peut calculer comme ça la superficie qui est surveillée par notre dispositif. 1 km dans les conditions où on travaille, c'est beaucoup. Donc on a un tout petit peu raccourci notre dispositif parce qu'à pied, et quand il fallait faire les layons, du coup on s'est retrouvé avec des grosses distances à faire et à couper. Un travail formidable. Où est-ce qu'on est? Je crois qu'on est que là. Parce qu'en fait, on est passé plus bas que le P3. Ouais. Normalement, on avait visé ça, on l'avait toujours à droite. Parce qu'on en a passé 2-3 petits, tu vois, ça correspondait pas mal. Après, on est monté sur la montagne. Parce que là, une pente raide comme ça apparaît pas sur la carte. Parce que des fois, elle est très raide, mais très courte, quoi. Et comme on disait hier au Matécho, on avait une pente monstrueuse et sur la carte, c'était exactement comme ça. C'était tout plat, une pente douce. Et nous, on avait... Et on descendait, boum, boum. Et ça apparaît pas sur une carte. Un truc comme ça. Là. Surtout parce que c'est trop... En plus, ouais. On a donc 22 sites de piégeage qui sont disposés sur des layons qui vont nous permettre d'optimiser un peu la récolte des photos. On était à 290, on oblique un peu en bas pour ne pas se taper cette montagne de plein fouet là. Mais là il y a encore la cambrousse.
Eh oui, voilà, c'est ça. Par là et on va voir dans le bas-fond. On va voir dans le bas-fond ce que ça donne. On peut suivre le cricot, hein, c'est vachement facile de suivre le cricot au moins. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vachement facile, ça dépend la gueule qu'il a. Là, il y a une carte IGN, on a du bol parce qu'il y a plein de coins de Guyane plus au sud où il n'y a pas de carte du tout. Mais bon, il y a quand même des imprécisions. Hein. Il y a souvent des petits cricots qu'on voit sur le terrain qu'on voit pas sur la carte, donc on peut se tromper d'endroit, enfin en croire qu'on est plus loin ou plus près. Mais là, on a quand même une carte IGN. Ce qui n'est pas le cas dans plein d'endroits de Guyane. Plus au sud, il n'y a plus rien après. Quand on va dans la zone du futur parc, il n'y a plus de carte. On a peut-être suivi ce cricot et puis là, on fait ça. Et là, peut-être. Oh merde. C'est la rataille ? Même avec une carte, un GPS et une boussole, ce n'est pas toujours facile de localiser sur le terrain les endroits prévus pour installer les pièges. Ensuite, il faut s'assurer que le secteur est fréquenté par les tapirs. Et dans cette forêt indéchiffrable, les seuls indices qui révèlent la présence de ces animaux de 250 kg, ce sont les traces qu'ils laissent sur leur passage. On a trouvé des fois des traces de tapirs complètement en haut des montagnes ou des tas de crottes complètement en haut des montagnes, mais c'est vrai que c'est quand même très souvent près de l'eau, ça aime beaucoup l'eau, ça se baigne souvent, ça va déféquer dans l'eau, ça c'est connu. Donc c'est vrai que la plupart de nos dispositifs ont été repérés pour être mis dans des bordures de criques ou des bas-fonds. Et là, la plupart du temps, on a trouvé quand même des zones où on a vu ce qu'on appelle en plaisantant des dégrades de tapirs, c'est-à-dire des zones où ils se servent de la berge pour aller à l'eau le plus facilement, parce que la berge est des fois abrupte et puis des fois il y a un petit couloir qui fait que la descente est plus facile. Et donc c'est dans ces endroits favorables où on pense que c'est vraiment des passages vraiment utilisés par le tapir qu'on va les mettre. C'est ça. Si c'est pas une trace de tapir. J'ai regardé en passant, je me suis dit ça n'est pas une. Je me demande bien. Viens voir Philippe. Les coordonnées des sites potentiels sont mémorisées à l'aide d'un GPS pour être reportées plus tard sur la carte prévisionnelle. 3D, ça y est. C'est pas très timide. Chaque soir, Cécile reporte sur l'ordinateur les sites qu'elle a repérés dans la journée. Elle doit s'assurer qu'ils sont répartis conformément au protocole. 02863. C'est ça. Et en fait, on avait bien vu que ça tournait à droite, qu'on passait en nord-est. Au bord de la crique Nourag. Complètement au bord et à un endroit où ça remontait vachement. Et on a dit, tiens, c'est bizarre, on va nord-est. Et je t'ai dit, j'espère qu'on est là. Parce que j'y voyais rien, moi, à travers la buée. En fait, vous savez pas. Ah oui, c'était ce petit cricot. C'est peut-être plus On a coupé comme ça, non? Tu vois, ça c'est peut-être plus ici. Le lendemain, Cécile fait le point sur la situation. Il reste encore une quinzaine de sites à trouver et la météo ne s'arrange pas. Ce que j'avais décidé, c'était de mettre des sites de piégeage photo à peu près tous les kilomètres et demi, vu que c'est ce qui se faisait au Brésil, au Costa Rica, tout ça sur les études sur le tapir. Sauf que là-bas, eux, ils mettaient leur machin en voiture sur des pistes. Nous, on a galéré, on a essayé de faire ça depuis 3 jours, on est à peine arrivé là. Donc en fait, on a un tout petit peu adapté. Et donc là, aujourd'hui, en réfléchissant, on va rassembler notre dispositif. Plus on étale nos caméras et plus on surveillera entre guillemets une grande zone, une grande superficie. Mais là, ici, c'est trop galère pour faire 5 km dans une journée dans le milieu qu'on fait là. Donc tant pis, on va resserrer notre dispositif. De toute façon, c'est une étude pilote là qu'on fait. Et puis après, c'est vachement joli de faire des trucs sur le papier. Et puis après, c'est autre chose sur le terrain. Et vu qu'on a bien galéré pour venir jusque-là, alors qu'on avait prévu 2 bornes en plus, on va réduire un peu nos ambitions. Et en plus, la saison des pluies, là, on va layonner sous la pluie, ça va pas être terrible.
comme s'il y a des feuilles, on voit pas bien. Mais c'est des grosses traces, hein, ce serait bien. Il faudrait les voir dans. Ah, attends. On voit que c'est enfoncé, mais. Là, ça fait une espèce de col, justement. Ça serait peut-être pas mal, là. Ça plonge là, et là on a une montagne, et derrière on a une montagne. Donc on est à ce col. Et à mon avis, là, on serait peut-être pas trop mal, peut-être. Je me disais qu'un col, c'était peut-être un bon endroit. Si les animaux doivent passer d'une vallée à l'autre, ils passent par les endroits de plus... Ils suivent les crêtes, ils vont pas passer dans des super pentes. Et après, il va falloir trouver une zone un peu dégagée, sur un passage. Après, il faudra peut-être farfouiller un peu quand on mettra. Ou éventuellement sur notre Léon. Ouais, on arrive! Et ben voilà, où c'est qu'on va les mettre les appareils photo? Là, il y a des traces. Nickel. On a fait des zigues et des zags, mais on est tombé sur des traces de tapir, c'est excellent. Alors là, effectivement, on vient de finir toute la partie repérage et on a été obligé, comme dans cette zone, il n'y a pas beaucoup de layons, de tracer les layons. Là, donc toute la semaine, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, donc la première phase qui était très dure parce qu'il a fallu couper, aller dans un endroit qui était complètement non aménagé. On a repéré des zones qui étaient favorables et ensuite la phase d'après c'est d'attendre le matériel photo qui est arrivé normalement à Kourou mais qu'il faut encore faire livrer ici. Et entre les deux, on va d'abord, avant de les installer, faire une phase de test vu qu'on ne les a encore jamais vus, savoir à quelle hauteur il va falloir les installer. On va avoir toute une phase de test de l'écartement des boîtiers pour que les flashs ne s'aveuglent pas l'un l'autre, à quelle hauteur on va les mettre, etc. etc. De retour à Kourou, l'équipe découvre le matériel qui vient d'être livré. Il n'est pas sous un sapin, mais c'est un peu comme à Noël. Laure et Lucille déballent les cartons avec fébrilité. La phase des tests va enfin pouvoir commencer. C'est dans la forêt de Parakou, à 40 km de Kourou, que Cécile et son équipe vont procéder aux premiers essais. Vous connaissez pas ce niveau Quand c'est comme ça, c'est On. ça marche. Et quand les deux sont sur off, il faut qu'il y en ait un sur on, un sur off, c'est bizarre. Parce que les appareils, on va les mettre par deux face à face pour prendre les deux faces de l'animal. Tu as déjà affiché toi le truc où il y a marqué date sur l'écran? J'ai changé des trucs en tout cas. Moi j'ai 93. Mais c'est déjà prévu. C'est tout, là. Dans le programme justement. C'est où? Ok. Après, select la taille de l'image. Donc on choisit, donc c'est 1 méga, 3 mégas, 4 mégas. ou 4 mégas. Et alors? On met quoi? Bon, on met sur 4 mégas, on verra bien, mais à mon avis, on va mettre un truc intermédiaire après. Intermédiaire. Parce que Là, il va sinon. tout de suite nous dire combien il nous en reste des photos normalement. Ah ouais. Donc, c'est ça, non là, on peut faire 91 photos, tout le monde est comme ça. C'est pas mal, 80. Bah, il y a peut-être une ou deux photos qui ont été faites avec celui-là déjà. Ah oui. Qui c'est qui a fait les photos de son chat? Attendez, c'est pas fini. Installez 4 piles. Après, tout est bon. Donc, on va tester en passant devant quand est-ce que ça se met à clignoter, c'est-à-dire quand est-ce qu'on est détecté. Voilà, les distances et tout ça. Et après on appuiera Pour vérifier. Après, on appuie sur le bouton. Là, maintenant, ça va clignoter vert. La caméra est armée et prête à prendre des photos. J'essaye, je Et prends on une photo continue. pour voir si ça marche. Est-ce qu'on vérifie tout l'appareil? Je pense que tout est prêt, mais il faudra quand même tout vérifier. Comme tu veux. Après avoir réglé les appareils conformément aux recommandations du fabricant, Cécile et son équipe vont tester le dispositif dans la forêt.
Ah mais t'as enlevé le... Non, non. La pince, ouais, s'il te plaît. Mais là, sur les hauteurs, donc dans la biblio, ils disent entre 50 et 70 cm de... Mais bon, ça fait rien s'ils sont pas pile poil en face, quoi. Enfin, à la même hauteur, je veux dire. Me voir? Oui, mais là, pour voir si ça détecte quelque chose, faut que ça soit rouge, mais pas vert. Bah, c'est bien. Ah ouais, c'est bon, c'est rouge. Alors, si tu passes en plein milieu... Non. Rien vu. Il a rien vu. Aucun des deux a détecté. Oui, il vise peut-être le... C'est ça, il est peut-être orienté Il vise sur le trop sol. bas. Ouais, voilà, c'est ça, comme ça. exactement. C'est bon. Vas-y, repasse. Ouais, Ouais, nickel. Ça Ouais, marche. mais là-bas, Un là- tapir, ça détale pas quand même. Oh bah à pleine vitesse, on chopera pas les trucs en pleine course quoi. Vas-y, alors fais-nous le tapir qui nous a. À 4 pattes. À 4 pattes maintenant, s'il vous plaît. Comme ça là. Allez, les filles. Ça me Ouais, c'est ça me bon. prend. Et là-bas? Est-ce Non. que moi il me prend de si loin? Il t'a pas pris là-bas. Lui il m'a pas pris? Non plus. Non. Non, bah ils sont peut-être trop hauts en fait. Hein. Mais oui mais le tapis il est plus grand quand même. Tu peux sortir un boîtier aussi. Je le baisse. Et regarder ce que ça donne. Il faut le baisser, mais lui relever le nez, enfin comme là avec la petite baguette. Allez, un beau tapir. Blanc en plus. Blanc. Ouais, c'est bon à droite. C'est bon. Elle est détectée par les deux. Repéré. Et là-bas je vais faire là-bas. Apparemment, je ferai un bon tapis. Mais dans le Layon 1, ça va jamais marcher. Le niveau d'eau, il change d'un mètre. Ils vont être inondés en une journée. Quand il y a trop d'eau, on verra rien des tapirs. Parce qu'ils passent en nageant, je suppose. Tout le Layon 1, Ouais. c'est que des endroits qui prennent l'eau très vite, très Oui. fort. Ouais, Et je les sais, ouais. appareils vont être sous l'eau. On a pataugé pour y aller, mais ce site-là, il est pas sous l'eau. Ce qui serait bien, c'est qu'on le règle sur l'autre. Bah oui. Tu le détectes quand tu passes la main devant l'autre. Ouais. Non mais s'il pointe vers le bas, on appuie sur le... Alors on appuie sur le machin sur le côté, Tapis d'1m85. avec un t-shirt blanc. Alors maintenant on arme. Hein. Voilà, c'est vert. Comme ça, il est détecté. Oh putain. Ah ouais, c'est vachement trop long. Ils avaient dit 1 seconde et 1 seconde et demie. Il a intérêt à passer lentement le bestiau. Hein. C'est bon. Ouais, c'est ça qui me faisait le plus peur depuis le début, moi. C'est-à-dire qu'il va détecter la tête et avec un peu de chance, il prendra la photo, il y aura toujours le cul. Sauf si des fois il y en a qui font des moonwalks. Détecté. Photo, alors là, il aura même pas tes fesses. Ce qui est con, c'est qu'il se referme à chaque fois, quoi. Et c'est ça, hein. C'est exactement le problème que j'ai depuis le début. C'est le temps de réveil de l'appareil, quoi. Et ça, ils disaient qu'ils y travaillaient pour le résoudre. En fait, c'est pour répondre à ce truc-là qu'ils ont inventé le coup du sifflet. À la détection, il siffle. Et en principe, ça va quand même l'animal l'immobiliser. Il suffit que ça l'immobilise 1 seconde ou 2. Hein. C'est pas très long. Hein. Il regarde, clac, et quand il repart, il a la photo. Ouais, détecté. Oh, le petit sifflement! Vous avez entendu? Ah, c'est tout? Ouais. Oh putain, mais il est tout petit. Les deux ont marché ou? Ouais, je crois. Écoutez. Ah ouais, je pensais pas ça. Moi, je pensais un sifflement plus fort que ça. Ah ouais, là, le sifflet, je pensais que ça allait être vachement plus fort. Hein. Ah, mais c'est pas ça qui va arrêter une bestiole. Hein. On l'entend pas par rapport aux grenouilles, par rapport à... Moi, je pensais que ça allait faire un truc... Oui, un truc plus alarme. Ah oui, moi aussi, ouais, carrément. Non, mais faut pas non plus l'effrayer, histoire qu'il... Bon, enfin là, il l'entend même pas. Hein. Bon, attends, tu fais même pas la différence avec le reste des grenouilles. Tu vois la différence par rapport à ça, toi? Le coup du sifflet, c'était une bonne idée, mais pas dans ce milieu-là, quoi. Ah, pas un Je sifflet vais leur comme ça, écrire surtout. comme tracker en disant que dans le milieu tropical, le petit sifflet qui imite la grenouille, pourquoi avez-vous fait un sifflet en forme d'Epipédobates femoralis? Mais Bon, on va regarder ce que ça donne. Bon on regarde. Bon, allez. Puis ça, c'est fragile aussi, il faut dire gaffe, hein, parce que Ça là, là, il ce manip, truc-là, ouais, c'est clair, moi je trouve ça craint. Déjà, il est dans l'autre sens. Ça m'inquiète ces manips de câble aussi, là. Là, c'est carrément au dernier moment, on voit que le derrière. Je t'ai sans bouger. C'est celui-là. Ça tombe Mais par contre, je suis passée à 4 celui-là. pattes, on aurait une Celui-ci, porte ouais. quand même quand je suis passée Et à donc 4 on pattes. voit après juste celui là-bas. Donc ça va jusqu'à l'arbre de là-bas. Ouais. Bon,
c'est derrière. C'est là que t'es marrante. T'es loin, mais. T'es comme ça sur le bout. On a le tapir à chaque fois quand même. Hein. On a le tapir à chaque fois. C'est vrai? Oui. Ah, c'est super grand. On l'a en forme de. Alors, le premier il est passé debout, c'est ça? Ouais. Bon, ben on l'a jusqu'à la tête. Jusqu'au cou. On a la bonne hauteur. C'est pas mal, hein, on en a. Attends, on peut pas avoir 100%. De toute façon, c'est sûr que quand il passe proche de l'appareil, on le loupera. On le loupera avec un des deux. On l'aura avec l'autre. Il faut qu'il passe lentement. Félicitations, monsieur le tapir. C'est fait un très beau tapir. Je tâcherai de mettre ça en valeur sur mon CV. Le temps de réponse trop long des appareils photo inquiète Cécile. Quant à Lucille et Laure, elles ont attendu le soir pour s'assurer du bon fonctionnement des flashs. On éteint et on regarde. Les tapirs, comme beaucoup d'animaux de la forêt guyanaise, sont aussi bien diurnes que nocturnes. Il est donc probable qu'un bon nombre de photos seront prises la nuit. Et en fait, pour tester la distance, on aurait mieux fait de se mettre carrément sur un chemin. Bon, bah, on défait les deux. On détache tout, on en raccroche un et puis on essaye de reculer avec le deuxième. Comme ça, on regarde si le gros flash il se déclenche sur moi. Je passe devant le mien. Il y a eu les deux flashs? Vu que les appareils seront placés face à face, il faut déterminer à quelle distance ils doivent être l'un de l'autre. C'est un compromis à trouver entre la puissance des flashs et la largeur de la zone que l'on veut photographier. De nombreux essais sont nécessaires. On regarde déjà ce que ça donne ça? Alors attends. Ouais, on te voit. Moi de chez moi, je te vois très bien de là où t'es. J'ai ton flash et j'ai personne dans le champ de vision. Non, j'en ai plein où il n'y a rien. Ah si, ah si. Oh là là. Bon bah c'est bien. Photographier un animal des deux côtés permet de l'identifier par ses signes distinctifs, tels que des taches ou des cicatrices. De cette façon, on peut savoir combien d'individus circulent dans le périmètre étudié, et par extrapolation, on peut déterminer la population et la densité de l'espèce. Alors là, à zoomer en la nuit, un tapir noir, ça va être naze. Bah c'est pour comme ça on voit jusqu'où on peut aller. C'est bien, on voit vraiment pas grand chose. Et à 14 mètres, c'était la dernière. Bah c'était celle-là. L'autre il m'a pas vu entre parenthèses. Le lendemain, Lucille et Laure retournent au bureau pour visionner avec Cécile les photos tests. Donc on est allé à Paracou hier, on a mis des appareils dans la forêt. On a rigolé, ouais, mais bon, les résultats, je suis encore assez mitigée, quoi, ouais. Le temps de déclenchement, il est vachement long, donc si l'animal, il passe pas assez loin de l'appareil et assez lentement, bah, il est hors champ, carrément. Copier les images, oui, oui, oui. Oh, mais là, on a la danse du scalp. Ça, c'était quoi? Il y en a 3 de l'or. Ah, oui, c'est pour voir s'il détectait assez loin, c'est ça? Plus loin, t'étais derrière le truc, c'était pour voir jusqu'où il détectait. Là, voilà. Donc si c'était un tapir, à ce niveau-là, tu vois rien. Ouais, ceci dit, le tapir, il est là et donc il n'est pas... Elle est haute quand même, là. En plus, c'était dur, j'étais dans le noir, alors... Ah mais oui, forcément, sans lampe. On voit les plis du jean, mais bon, c'est juste... Ouais, non, c'est sûr que là, on zoome vachement, quoi, mais bon... Non, il faudra augmenter, je pense, la résolution. On avait mis 1 méga, il va falloir mettre plus. De toute façon, on n'aura pas 50 photos chaque fois, il ne faut quand même pas rêver. Et il vaut mieux avoir les photos qu'on a, les avoir bonnes. Ouais. Non, mais attends, là, on voit quand même des détails. Hein. S'il a une micro-cicatrice sous l'œil, de toute façon, ça ne servira pas. S'il a une oreille en moins, on verra bien. Non, mais attends, on n'en est pas à la reconnaissance individuelle. Attends, moi, j'aimerais déjà qu'on ait des animaux sur ces photos. La reconnaissance individuelle, ce sera l'étape d'après. Individuelle pour ce tapir-là,
toute façon, on n'aura pas que des posters. Hein. Si déjà on avait un tapis là, attends, tu vois comment on serait contente au lieu d'avoir les fesses de Lucille, même pas très beau, même à moitié flou et même de dos, ben, on serait super contente. Il reste encore bien des incertitudes quant à la meilleure façon d'utiliser le matériel. Mais rien ne vaut les conditions réelles pour mettre au point ce système de capture. L'équipe de Cécile retourne donc dans la réserve naturelle des Nouragues pour y implanter le dispositif. Arrivé à Soparare, la pause est courte. En saison des pluies, les éclaircies sont précieuses pour rejoindre le terrain d'étude. Il y en a où il y a déjà les grosses piles, je crois. La technique des pièges photos n'a jamais été expérimentée en Guyane. Les premiers mois seront donc consacrés à la mise au point de la méthode. L'étude scientifique proprement dite ne débutera que plus tard. Allez, c'est parti. Lucille et Régis retournent sur les layons qu'ils ont ouverts quelques semaines plus tôt pour implanter les boîtiers aux emplacements prévus. Tout au long du parcours, des cris résonnent dans la forêt. Le feuillage frémit par endroits, mais les animaux sont rarement visibles. Lucille et Régis espèrent que leur dispositif parviendra à en piéger quelques-uns. Mais pour photographier des êtres si furtifs, il faut apporter un soin particulier à l'alignement des cellules de détection. Les boîtiers sont équipés d'appareils photo soit numériques, soit argentiques. Les argentiques déclenchent plus vite, mais posent le problème du développement. De plus, la pellicule supporte mal le climat tropical. Cécile a donc opté pour la technologie numérique en espérant que le temps de réaction des appareils ne soit pas trop long. Tiens, me voit ici, là. Oh là là, c'est parfait, parfait. C'est de l'arôme de fleurs d'oranger. C'est histoire de voir si une odeur peut freiner l'animal dans son déplacement et histoire qu'on ait plus de temps pour avoir une meilleure photo. Clic. C'est bon, c'est imbibé. Tu penses que le tapis est sensible? C'est la phase de test. Ça sent bon, plus. Ouais. Moi, ça me ferait arrêter, mais... Beurre de cacahuète. Pommes. On a pris des pommes, Des extraits de vanille. des extraits de vanille et des produits senteur pomme, senteur fleurs d'oranger. Un signal sonore, la diffusion d'odeurs insolites. Tous les moyens sont bons pour retenir les animaux devant les pièges photos. Le succès des captures numériques en dépend. Je sais que ça fait des bulles les aiguilles électriques, mais après, je sais pas s'il y en a ici. Ça fait des bulles comme ça? Il n'y a pas ça tout à l'heure. Baisse encore? Là, il t'a vu. Attends. Ouais, c'est bon, ouais. Bon, c'est bien. Ouais. Reste comme ça. Hein. Moi, il me détecte ici, là, c'est bien, hein? Bah ouais. Et lui L'autre aussi. Attends, un vrai travail de pro. À te juger. Vendu.
À la fin de la première journée, 3 sites ont été équipés. Quelque part dans la forêt, 6 appareils photo sont prêts à déclencher au moindre mouvement. L'équipe scientifique attend d'ores et déjà les premiers résultats avec impatience. Ça dirait quand tu ponches là? Sans rhum. Cam 3. Et si on fait éditer point, il nous donne les coordonnées. Et l'autre d'après, avec l'apostrophe peut-être. On a mis 6 stations, 6 caméras. Et il y en a 2 qu'on a préparées. Déjà, on a repéré. Donc, dont ce Léon, en fin de compte, équipé de 4 dispositifs, à peu près un tous les kilomètres. Ensuite, pour les piles, on pense qu'il faut aller les changer au moins tous les 15 jours. Dans la biblio, ils disaient tous les 15 jours. Et après, on va voir s'ils prennent... si toute la mémoire est pleine en 3 jours pour le nombre de photos, ben, on ira tous les 3 jours. Et puis après, on a eu à faire face à toutes les réalités du terrain. C'était super joli d'avoir des étoiles rouges sur la carte. Mais après, on a eu des appareils dans des zones inondées ou inondables. On a eu beau faire attention à ça. On a eu des appareils qui ont été noyés par la montée des eaux, d'autres qui ont été envahis par les termites, qui ont fait leur nid à l'intérieur du système de détection. Pas mal de problèmes liés à l'humidité. Même si les boîtiers sont étanches, mais l'intérieur semble sec, mais je pense qu'on a eu des problèmes de corrosion. La fin, le déclencheur marchait un petit peu moins bien. C'est chaud là. On va faire des coupures. Hein. Malgré les conditions difficiles, Lucille et Régis continuent de poser les boîtiers. 44 en tout, et chacun requiert une attention particulière pour son emplacement et son orientation. Même si la mise en place de tous ces pièges est fastidieuse, les publications scientifiques internationales démontrent la validité du système. Dans la forêt guyanaise, la technique classique de capture et marquage des animaux est très difficile à mettre en œuvre. C'est le même problème pour la pose des colliers émetteurs. Le piégeage photo semble être plus approprié et il permet en plus d'étudier plusieurs espèces en même temps. Encore faut-il qu'elle passe au bon endroit. Et quand on n'a pas vu un seul animal de la journée, il y a de quoi rentrer frustré et douter quant aux photos qui vont être prises. Là-dessus. C'est parti. Ça c'est la première. On voit rien. À part l'impression qu'il y a quelqu'un avec une lampe. Ouais. Et là, et là on a un cabiai. En entier. On peut zoomer. C'est génial. On le voit en entier. Voilà, la première prise. Un cabiai de Sopararé. C'est bien. Ce n'est que le début d'une longue série. Pendant 3 mois, Lucille et Laure vont récolter des photos. Pas toujours réussies d'ailleurs. Mais ici, ce n'est pas la qualité artistique du cliché qui est recherchée, mais plutôt le nombre d'individus qui passent devant les boîtiers automatiques. Cependant, il y a certaines photos qui sortent du lot pour le plus grand plaisir de l'équipe scientifique. Donc pour cette année, là, donc en 2006, c'était vraiment la phase de mise au point de la méthode. La première concrétisation, donc c'était l'étudiante Lucille
qui a fait tout le début du travail et qui a soutenu son mémoire de fin d'études, son Master 2 sur ce sujet, qui était vraiment la mise au point de la méthode. C'était sur les 2 ou 3 premiers mois de photos, donc elle a déjà des résultats intéressants, ça nous a semblé très prometteur. Maintenant, il faut qu'on analyse avec les 3-4 mois pendant lesquels on a laissé les appareils à la suite de son rapport, et ça va vraiment nous servir de leçon pour encore mieux penser le dispositif pour l'année prochaine. Maintenant, on connaît bien le milieu. Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on a fait les layons à partir de rien cette année. Donc non seulement ça a été très dur physiquement, mais surtout c'est des espèces, les espèces qu'on vise comme les grandes espèces, le tapir et le jaguar, aiment bien suivre des chemins déjà tracés. Et donc là, le fait que les layons maintenant ont été bien ouverts, bien pratiqués, on pense, et ça nous a été confirmé par d'autres personnes qui ont fait ce genre d'études, que les animaux vont bien s'habituer là pendant cette année, en plus même le temps qu'il n'y ait pas les appareils, à emprunter ces layons, et que quand on va les remettre l'année prochaine à peu près aux mêmes endroits, on aura peut-être un succès de capture de photos qui sera d'entrée plus important. Donc on a vu qu'on allait sûrement aussi adapter le dispositif peut-être à d'autres espèces, en même temps ou successivement dans le temps. On va peut-être avoir un dispositif adapté à des espèces qui ont des aires de déplacement, des domaines vitaux plus petits, comme les biches. Et puis mettre à profit toutes les connaissances qu'on a eues là pour que l'année prochaine, on ait des résultats peut-être plus directement publiables et utilisables pour faire avancer la gestion de cette espèce. On a vraiment besoin d'avoir des connaissances sur les domaines vitaux, sur les déplacements et surtout sur les densités de population. Pour gérer une espèce, il faut bien la connaître, c'est indispensable, donc d'où l'obligation de faire des études. Ce que l'on sait malgré tout sur cette espèce, c'est qu'au niveau de l'IUCN, le Fonds international de conservation de la nature, c'est vraiment une espèce qui est considérée comme menacée, donc qui est inscrite sur la liste rouge, puisque de partout, à chaque fois qu'il y a eu des études dans sa zone de répartition, dans son habitat naturel, c'est une espèce qui est en forte diminution. Il faut savoir qu'on peut trouver le tapir partout en vente en Guyane actuellement, sur les marchés, dans les restaurants. C'est une espèce dont la chair est très bonne, qui est très appréciée localement. Et les gens qui vont prélever des tapirs dans un but commercial font des prélèvements très très importants. Et on est persuadé que si l'on maintient cette autorisation de commerce, donc de chasse commerciale, on risque d'avoir des très très fortes diminutions de population. Et on le constate d'ailleurs, puisque sur le littoral, les chasseurs sont unanimes, on trouve de moins en moins de tapirs à proximité des villes, des habitations, et il faut aller de plus en plus loin à l'intérieur pour trouver du tapir. Vous avez du gibier dans votre congélateur, monsieur? Ça c'est quoi? C'est pécaré aussi? Non, c'est pas que ça. Vous connaissez toujours les espèces interdites de vendre du caïman, hein, Vous faites du maïs pourri, non? Vous savez, la réglementation risque de changer, donc... Ah, ok. Elle risque de changer? Ouais, on vous sera informé, comme d'habitude, par les voies de presse, et on fera des documents, des plaquettes pour vous mettre tout ça, quoi. Hein? Je peux voir votre registre d'entrée et sortie du gibier, s'il vous plaît? Alors l'Office national de la chasse et de la faune sauvage effectue des contrôles par son service de police, donc la brigade mobile d'intervention, de tous les restaurants de Guyane, puisqu'en fait tous les animaux qui sont chassés dans un but plus ou moins commercial sont vendus au restaurant. On va regarder s'il vous plaît. Ouais, c'est tout poisson, ok, langouste, d'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc nous allons soumettre tout prochainement au préfet un arrêté préfectoral interdisant le tapir au commerce. Les études, bien évidemment, vont continuer et en fonction des résultats, si le fait d'avoir changé le statut de tapir suffit à maintenir une population en bon état, je pense que pour l'instant, nous n'irons pas plus loin, mais il est quand même souhaitable, pour faire vraiment de la bonne gestion, que nous puissions définir des quotas de prélèvement. On ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Science et protection de l'environnement sont donc étroitement liées. La préservation de certaines habitudes alimentaires dépend peut-être d'une meilleure connaissance des ressources naturelles et de la prise de conscience des consommateurs. Car désormais, même les centres commerciaux de Cayenne se sont mis à vendre de la viande de gibier. Après avoir analysé les photos des récoltes précédentes, Cécile retourne sur le terrain.
Les appareils sont restés plusieurs mois dans la forêt, à l'affût du moindre passage. À chaque mission, l'excitation est la même. Les appareils auront-ils fonctionné? Y aura-t-il beaucoup de photos? Que va-t-on y découvrir? Que ce soit en hélicoptère ou en pirogue, le voyage vers Sopararé offre un spectacle dont on ne se lasse jamais. La forêt, comme le mur d'une citadelle, semble protéger ses habitants. Mais pour combien de temps encore? Les chasseurs remontent les fleuves toujours plus haut pour trouver du gibier. Alors, Cécile doit démontrer au plus vite la diminution de la population de tapirs pour faire évoluer la législation locale. Le taux de reproduction de ces grands mammifères serait de 1 petit tous les 2 ans. C'est peu quand on considère le nombre de bêtes abattues chaque année. Donc après le relevé des données, il fallait qu'on détermine aussi la périodicité avec laquelle on allait aller relever les appareils. En fait, il y avait relativement peu de photos. Donc après, on a pu espacer un petit peu les temps des relevés parce que c'est ça qui finalement qui coûte le plus cher dans le programme après l'acquisition du matériel. C'était de passer du temps en aller-retour et sur place à faire le relevé des données. Le peu de photos prises par les boîtiers automatiques témoignent de la faible densité de la faune terrestre guyanaise, même ici, au cœur d'une réserve naturelle. Mais les scientifiques tirent parti du moindre cliché. Les photos loupées que nous jetterions à la poubelle représentent pour eux de précieuses données. Ouais, pas terrible la récolte là. Comme c'est des numériques, on déchargeait chaque station par un biais de câbles et de clés USB tout simplement. Et le soir, arrivé au camp, on pouvait directement voir toutes les photos qui avaient été faites dans la session qui a précédé. Alors, 6B. Un Oko, 2 Oko, une biche, un tapir, 2 culs comme d'hab. Ah ben c'est un beau mâle. Oui, nous n'avons que des beaux mâles. Ah, une femelle. Donc, Madame Tapir. une madame. Enfin, j'avais que des mâles. Mais c'est bien, c'est super. On sait au moins le sexe, mais on sait, pour les reconnaître, bonjour quoi. Alors là, il y a un truc là. Une biche ou un cariacou. Après, avec Photoshop, tu zoomes, tu éclaircis, tu arrives à sortir des trucs quoi. Et là, une queue de Oko. Toi, en fait, une fois que tu as reconnu ce que c'était, finalement, tu t'en fiches. Oui. Ah oui, une fois que j'ai reconnu ce que c'était, ouais. Une jolie photo. Parce que sur les biches après, ou enfin sur les animaux, je vais essayer je vais essayer de chercher les cicatrices et tout ça, quoi. Voir si c'est la même que je prends à chaque fois, si c'en est des différentes. Encore un tapir. Alors biche ou cariacou. Normalement la biche elle est bien rouge et le cariacou il est bien gris, donc je pense que c'est plutôt une biche quand même. Mais encore Bambi. Parce que je l'ai tous les 2 mois en fait. Je l'ai à la naissance, je l'ai 2 mois après, je l'ai 2 mois après, et là ça fait encore 2 mois après. Magnifique. Il y a un nid. Homo sapiens sapiens. Aussi bête que des agamis. Ah, intéressant. Oh, un roach. Ah, il est bon, mais... Il est fort. Alors, on a Laurinette, qui est en train de se demander si l'appareil marche ou pas. Les jambes de l'or, le sac de l'or, les fesses de l'or. 2 beaux Oko. Oko. Elles sont belles celles-là, les Oko. Bien éclairées. Tatou. Un pack. J'ai demandé Philippe si on avait eu des packs, on a un pack. Et je crois qu'on avait déjà eu un. C'est un gros rongeur avec des petites taches. 2 Pakira. Biche, ouf, elle a une belle blessure celle-là. Elles ont souvent, ouais. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est des vers macaques. Elles ont toutes des trucs comme ça dessus.
2 tapirs. Les tapirs, ils sont souvent par plusieurs. Ouais, hein. c'est marrant. Ouais. Moi, je crois qu'ils étaient Bah solitaires. ouais, en fait. Alors, c'est la période de reproduction, peut-être? Mais depuis le début, on a souvent 2 tapirs. Ah ouais? Ouais. Encore le Kariakou. Le puma! Il est beau! Trop fort, quoi! Waouh! C'est un beau mat. Il est beau! Trop fort. Une femelle. Je sais pas. Une femelle? Non. En plus, t'as vu l'autre puma, il avait des taches marron sur les fesses, là. Ouais. Il en a une aussi. Un Oko curieux. Elle est marrante, celle-là, ouais. Bon, voilà. Pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro. C'est l'heure du départ. Cécile sauvegarde les dernières photos récoltées et range les appareils. Il est temps pour elle de rentrer à Kourou et d'analyser toutes les données accumulées au cours des dernières missions scientifiques. Au total, c'est plus de 1200 clichés qui ont été pris depuis le début de l'étude. Finalement, les appareils sont restés en place presque un an. On les a mis en avril-mai l'année dernière et on vient de les relever là maintenant en mars. Ce qui nous permet de couvrir presque un cycle annuel avec une saison des pluies qui a été assez meurtrière pour les appareils, une saison sèche qui a été plus fructueuse et puis là on les a enlevés avant le retour des grosses pluies parce que donc il fallait vraiment mettre les appareils au sec maintenant. Tu veux de l'orange? Un autre résultat intéressant, c'est l'apparition de jeunes. D'un coup, à partir du mois de là, récemment, décembre, fin d'année, décembre, janvier, février, on a commencé à avoir des jeunes sur les photos, alors qu'on n'avait pas ça du tout au début. Des jeunes de biches, des petits fans, des jeunes de pécaris à collier. Et ça, bon, ben ça, c'est pas évidemment sur une année, ça suffit pas, mais comme on va répéter ça sur plusieurs années, ben on va peut-être nous donner une idée, pas très précise, mais nous caler un peu une période de reproduction pour ces espèces, parce que ce sont des espèces très, très communes, mais finalement très peu connues quand même, comme la plupart de la faune de Guyane, dont la biologie reste vraiment très très peu connue, quoi. À chaque photo, les ombres du royaume se dévoilent, par énigme, par fragments, sans jamais se laisser approcher. Chaque cliché apporte une information supplémentaire qui contribue à une meilleure connaissance de l'espèce. Ainsi, au fil des missions, Cécile Richard Hansen pense réunir les données nécessaires à la protection de ces grands mammifères. Laure Debert est devenue une scientifique reconnue. Elle travaille avec des collègues brésiliens à des projets de suivi et de capture de tapirs en Guyane. Régis Gallet a intégré l'équipe de l'ONCFS Guyane et travaille sur les études faunistiques. Lucille Dudoignon continue ses études scientifiques. Elle est restée, elle aussi, en Guyane. Ce département d'outre-mer, malheureusement si méconnu, ne laisse jamais indifférent. Et déjà une nouvelle génération, passionnée de biodiversité et d'espaces sauvages, s'est levée pour le préserver.